Plus d'un an de franche tension entre Grèce et Turquie, avec une dominante navale médiatisée fort habilement par les autorités turques, gros plans de navires de prospection, frégates grecques éperonant leurs rivales et F-16 dansant dans les cieux, un tableau presque photogénique, mais omettant une dimension que ces deux nations renforcent depuis de nombreuses années, les forces sous-marines. Aujourd'hui chez Defense Insider, les loups de la mer Égée. L'état des forces. Le paradoxe du duel maritime entre ces deux nations est la quasi-symétrie de leur choix de classe et de fournisseurs. Aidés par le nombre limité d'industriels en lice pour la vente de sous-marins à propulsion classique, les gouvernements respectifs se sont rapidement tournés vers le leader du marché international, à savoir ThyssenKrupp Marine Systems. En coopération depuis la fin des années 1980, les chantiers des deux pays ont une bonne expérience de la fabrication sous licence. Ainsi donc, Hellenic Shipyard Company du côté grec et Golcook Naval Shipyard côté turc sont responsables de la construction des unités au niveau local ainsi que de l'entretien courant des bâtiments. Les entretiens majeurs et mises à jour importantes peuvent être effectués en Allemagne au prix d'un transit de quelques semaines. Voyons maintenant l'inventaire des deux composantes. Pour la nation hellène, le fer de lance est constitué de 4 types 214 classe Papanikolis livrés dans la dernière décennie. Ce sont des engins performants et discrets qui donnent un léger avantage qualitatif aux Grecs sans être un game changer régional, un contrat financé en partie par l'Union européenne, le gouvernement grec ayant utilisé 3 milliards d'euros du budget post-crise 2008. Des scandales autour de Potvin alimentent encore le débat autour de cette course à l'arme sous-marine dopée par l'industrie allemande. Ensuite, 4 types 209-1200 classiques, classe Poséidon, et enfin 3 types 209-1100, classe Glavkos, au bord de l'obsolescence. 11 sous-marins donc pour des missions de souveraineté, de pistage et d'infiltration de forces spéciales, opérant depuis des bases comme celle de Salamine et la baie de la Sud. Leur rôle est bien sûr la sécurisation des eaux territoriales et de la zone économique exclusive grecque par la destruction de leurs rivaux turcs et une attrition maximale de leur flotte de surface. L'inventaire turc est lui plus fourni sans être de première jeunesse. Le premier type 214 classe Rice lancé le 22 décembre 2019 et qui accédera bientôt au service actif, le contrat avec TKMS a pour but la livraison de 6 unités d'ici à 2027, un rythme de livraison ralenti d'une part par la crise pandémique mais surtout par les débats soulevés par la politique étrangère turque. En effet, le Bundestag a vu d'un mauvais œil les tensions en 2020 en mer Égée et brandit une énième fois la menace d'embargo de la part de son industrie de l'armement. Les dernières déclarations allemandes cependant ont pour le moment pris grand soin d'omettre le programme de la classe Rice et de la liste du matériel soumis à des potentielles restrictions. L'épine dorsale actuelle de la force sous-marine turque réside pour l'instant sur 8 types 209-1400 divisés en 2 sous-classes, Attila et Prévézé, ayant des équipements de générations différentes. Enfin, 4 types 209-1200 ferment la marche. Ces plus vieilles unités doivent être remplacées au fur et à mesure par les nouveaux types 214. Ce calendrier donnera 14 unités pour 2030 à la marine turque, de quoi asseoir l'avantage capacitaire dans ce séculaire duel. Leurs missions sont calquées sur celles de leurs opposants, leur principale base étant Aksaz. Voyons maintenant succinctement les caractéristiques des deux classes communes à la Grèce et à la Turquie. Le type 214 et le type 209. Les deux bâtiments assez proches dans leur design et dimension, mais qui marquent tout de même la génération qui les sépare, un tonnage proche de 1500 et 1810 tonnes en plongée permettant de conserver la connaissance acquise dans le programme de pesée des navires, les capacités de compensation étant capitales dans cette région. Mesurant tous deux environ 65 mètres, c'est au niveau de leur propulsion que la différence principale réside. Le 209 utilisant un classique diesel électrique alimenté par 4 moteurs V12. Le 214 lui est un Air Independent Propulsion utilisant 2 diesels MTU V16 associés à 2 ensembles de piles à combustible permettant de recharger 648 accumulateurs. Les performances pures en plongée sont bien sûr meilleures pour le 214 qui grâce à son propulseur à 7 pales atteint la vitesse de 20 nœuds mais avec une bien plus grande discrétion que son aîné. Son autonomie est aussi plus élevée avec une croisière à 4 nœuds sur 2300 km contre 740 km. Bien plus important, le Papanikolis ou le Rice peuvent patrouiller jusqu'à 3 semaines sans remonter à l'immersion périscopique, leur capacité théorique d'immersion reste de l'ordre des 400 mètres. L'automatisation grandissante permet de réduire l'équipage de 36 à 27 membres, un miracle pour l'amélioration des conditions de vie spartiates des classiques de conception allemande. Enfin, leur armement est composé de 8 tubes lance-torpilles opérant des torpilles allemandes DM2A3 ou italiennes Black Shark. Les Turcs préféreront sûrement donner la priorité à leur torpille nationale Akia, tirée pour la première fois le 25 janvier de cette année.
À savoir que seuls 4 des 8 U peuvent mettre en œuvre le missile Harpoon, qui pourrait aussi voir son remplacement par une version modifiée Atmaka turque. Le perfectionnement des industries nationales respectives pourrait mettre pour la prochaine génération de sous-marins une production et une conception entièrement locale, comme l'a d'ailleurs déjà prévu la Turquie. La Grèce de son côté, livrant un combat désespéré avec son économie, restera une cliente à l'exportation malgré les déboires essuyés après la livraison du Papa Nicolis. En effet, plusieurs malfaçons ont été constatés à sa réception, retardant sa mise en service, d'importantes vibrations lors de la mise en œuvre des mâts périscopiques, des fuites d'eau de mer dans le réfrigérant d'huile et une mauvaise tenue à la mer par gros temps en surface allant jusqu'à une gîte record de 46 degrés, un véritable crime avec des batteries à bord qui pourraient se déverser dans ces conditions. Combattre en mer Égée. La configuration de la mer Égée met en place des conditions assez particulières pour la mise en œuvre de sous-marins, même si elle peut atteindre des grandes profondeurs jusqu'à plus de 2100 mètres au nord-est de la Crète, c'est bien au cœur des Cyclades que le summum des engagements pourrait avoir lieu. Les fonds remontent à 200 mètres à proximité des îles et ne descendent pas à plus de 400 mètres au nord vers l'île de Lemnos. Les embuscades pourront être intéressantes à monter, notamment dans les chenaux entre les îles où le profil topographique montre des profondeurs de 600 à 800 mètres. Cela permettra aux commandants des deux nations d'exploiter la multiplication des résurgences et ainsi détecter ou se dissimuler dans toute une gamme d'immersion et de distance de pistage. La bathycélérimétrie est une vraie gageure. Le sud de la mer Égée est à environ 39% de salinité et le nord à 37%. Ces deux points de différence modifient la vitesse de propagation dans l'eau et vont infléchir sur les angles pris par la résurgence des ondes de manière nette. De plus, la gestion de la pesée sera impactée et si elle n'est pas prise en compte, les indiscrétions générées, ou pire par une immersion périscopique mal tenue seront mortelles. Enfin, dernier facteur, l'activité humaine. Le fort trafic commercial et touristique va créer des interactions gênant les manœuvres des sous-marins, mais aussi contraindre l'emploi des armes dans les engagements initiaux. Imaginez un harpoon lancé en limite de portée, entamant son pattern de recherche, tour à tour gêné par le masque d'un archipel et leurré par les dispositifs de guerre électronique, pourrait par le hasard de la guerre trouver une cible civile. Pour conclure, août 2020 nous a montré que le niveau de préparation des sous-marins grecs et turcs est maintenu à de bons standards. La réactivité est excellente, comme l'a montré le pistage durant plusieurs heures d'un type 209 turc au large d'Andros, qui en quelques minutes fut contre-détecté à son immersion de sécurité de 120 mètres par un SH-60, travaillant de concert avec un type 214 grec. Cette action anecdotique mais médiatisée montre que la dimension sous-marine de cette rivalité régionale est une priorité pour les deux nations. Jouissant des formations de l'OTAN, et connaissant l'hydrographie régionale, le TCG Piri-Reis ou le S-123 Katsonis seront les participants du potentiel coup d'envoi de la neutralisation des flottes de surface. La mer Égée sera alors le territoire des loups d'Axaz et de Salamine. Cette vidéo est terminée, mais sachez que la chaîne Défense Insider a pour objectif de partager notre passion commune pour le monde de la défense, le tout gratuitement, de manière apolitique et neutre au travers de nos professeurs, intellectuels, auteurs et militaires qui écrivent pour nous ces différents sujets. Nous nous engageons à ne jamais sponsoriser ces vidéos pour garder notre indépendance économique. C'est pour cela qu'en échange, pour compenser les coûts, notamment en matière d'ouvrages, livres, magazines et les divers abonnements pour vous produire ces vidéos, que nous avons un Tipeee où vous pouvez participer dès 1 € pour nous aider à maintenir l'indépendance et la neutralité de cette chaîne, car il n'y a pas de petits dons pour assurer l'accès à l'information au plus grand nombre.